nouvelle vidéo, on va parler du nouveau livre que je viens de lire, The Mission CIA. En fait, donc c'est un auteur qui s'appelle Tim Weiner, un Américain qui a obtenu le prix Pulitzer. Je crois qu'il a écrit 5-6 livres avant ça. Donc en fait, qu'est-ce qu'on raconte en fait dans ce livre? On retrace, en fait, on fait une rétrospective du 21e siècle de la CIA. Il y a des récits d'opérations secrètes, manipulation politique, des échecs après le 11 septembre, la torture, techniques d'interrogatoire renforcées, des succès récents comme la pénétration du Kremlin. Parce que vous savez, si vous suivez l'actualité, la CIA, par exemple, sur l'Ukraine, ils avaient une source au sein du Conseil de sécurité russe. Et donc, ils savaient avec les satellites, c'était assuré à 100% qu'ils avaient raison que l'armée russe allait envahir et déclarer la guerre à l'Ukraine. Donc, l'angle du livre, c'est la dénonciation des illusions de puissance, le désarroi moral des agents et les tensions entre le politique et les services de renseignement. Alors, il faut savoir que Tim, il s'est appuyé pour son livre sur certaines sources, chefs de station, anciens directeurs, agents de la CIA. Et donc, il y a des personnages qui vont jouer un grand rôle dans son livre. Je vais vous mettre la photo, c'est Rodriguez et Gina Haspel. Et en fait, donc, ce livre, à qui il s'adresse ce livre? Il s'adresse à ceux qui suivent l'actualité, du monde du renseignement. Donc, si vous connaissez les histoires, par exemple, de la guerre, parce que dans le livre, en fait, on va aborder d'abord les assassinats commis au Pérou. On va aborder surtout, il y a un gros chapitre de la guerre en Irak, parce que vous savez que on va avoir par exemple Powell, là, le général là, qui était dans le gouvernement de Bush, George W. Bush. Et donc, vous connaissez l'histoire de la fiole, là, quand elle a présenté à l'ONU, elle a dit oui, il fallait envahir l'Irak et produire des armes de destruction massive. En fait, tout était carabistouille, ça vous le savez. Mais lui, Tim Weiner, par exemple, pour ce chapitre-là et les autres, il va plus aller en profondeur, voir, expliquer qu'est-ce qui se passe en coulisses. Parce que c'est beau de voir un général déclarer la guerre à l'Irak avec une fiole bidon au Conseil général de l'ONU. Mais en dessous, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe derrière. Donc là, il a les coulisses, il a les sources humaines, donc il va bien raconter. Donc en fait, tout son livre, c'est les sources humaines qui racontent l'envers du décor. On va voir aussi, par exemple, si je me rappelle bien, parce que je l'ai fini il y a une semaine, on va voir que Donald Trump va détruire le FBI, la CIA, il va renvoyer de nombreux agents qui ont de l'expérience, des scientifiques, et il va les renvoyer aussi. Donc ça, c'est bien aussi pour les scientifiques, pour l'Europe, pour les recruter, pour voir un peu s'ils rentrent dans nos domaines de travail, de recherche et d'études dans les laboratoires. Donc ce livre, au final, il est en français, il existe en anglais parce que c'est sa langue d'origine. Il faut s'y accrocher, 540 pages, il y a 80-90 pages de sources. Voilà, donc je ne peux pas vous raconter le livre en détail parce que c'est trop. Il faudrait une semaine de travail pour que je vous explique parce que vraiment il est extra large, mais il faut s'y accrocher pour le lire. Je vous dis, madame, monsieur, tout le monde peut le lire, mais bon, voilà, moi je l'ai lu, il est bien écrit, c'est très intéressant, mais il faut s'y accrocher parce que il faut être un historien. Parce que franchement, il donne beaucoup de détails sur les coulisses des affaires de la CIA. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore dire sur ce livre? Voilà, donc je vais commencer parce que je vais vous expliquer un peu qu'est-ce que j'ai retenu du livre sur les affaires de la CIA. Après, je vais vous expliquer, je vais vous lire les bonnes feuilles parce que j'ai fait des bookmarks, j'ai des bookmarks dans ma tablette parce que je lis le livre dans les tablettes parce que je ne peux pas toujours les acheter parce qu'il me faudrait une pièce entière. J'ouvre une bibliothèque. Donc moi, voilà, je vais vous raconter le livre. Donc on commence avec le Pérou. En fait, au Pérou, qu'est-ce qui se passe? La CIA a des accords avec des pays, surtout le Pérou. Donc ils ont des avions. Et le but, en fait, c'est d'abattre les avions des trafiquants de drogue. Donc les avions survolent les zones frontalières du Pérou. Je crois que le Pérou, ils peuvent le survoler entièrement. Mais il y a le Brésil, il y a plein de pays d'Amérique latine où il y a les narcotrafics. Donc le but, c'est d'abattre les avions des narcotrafiquants. Mais le problème, c'est que la CIA abat des avions des innocents. Donc des avions civils qui n'ont rien à voir avec le trafic de drogue. Et le problème, c'est que, comment expliquer, il doit y avoir des règles d'engagement pour abattre un avion. Là, il n'y en a pas. Et, par exemple, quand vous prenez compte, je ne suis pas pilote de chasse, mais j'ai vu des émissions sur YouTube où le pilote, un pilote d'avion d'un État survole l'espace aérien du pays,
il doit s'annoncer, tout ça. Donc là, il n'y a pas de règle d'engagement, c'est qu'on abat tout de suite. Ils ont même abattu une famille entière des citoyens américains, la CIA, quoi, c'est elle qui abat. Donc il y a une commission d'enquête, il y a un inspecteur général. Le directeur de l'époque, je connais pas son nom, il va mettre tout sur le tapis. Donc en fait, ils vont pas collaborer à l'enquête, quoi. Et donc il y aura pas de, il y aura pas de licenciement. Mais voilà, donc on commence par là, et puis on arrive dans la guerre contre Al-Qaïda. Qu'est-ce qu'on découvre? On découvre les coulisses, hein, je ne me rappelle plus, mais par exemple, je me rappelle aussi pour l'Irak, pour les armes de destruction massive, il y a des chapitres qui sont très intéressants avec Jérôme Powell, le général 4 étoiles américain, dans le gouvernement de George Bush, là, quand il a présenté la fiole. Lui, il savait en fait qu'il était manipulé parce qu'il a été voir à l'époque Pompeo, je crois que c'était lui, ou Tenet, je ne sais plus c'était quel le directeur de la CIA. Il n'aura pas de réponse. En fait, on voit aussi que le renseignement militaire, la BND qui avait recruté une source irakienne, dans le livre, par exemple, on savait qu'il mentait, c'était un infabulateur, un escroc. Ils ont prévenu la CIA, mais la CIA, en fait, il y a des éléments dans la CIA qui collaborent avec les faucons, ceux qui veulent envahir l'Irak, quoi, au sein du gouvernement de George Bush, là, vous savez, les pétroliers, les Texans, là, qui étaient avec Bush à la Maison Blanche, ceux-là, ils veulent envahir. Tout ça, c'est pour le pétrole, hein, c'est pas pour les armes de destruction massive, quoi. Donc eux, ils ont manipulé, il y avait des analystes qui travaillaient pour eux, ils relançaient la CIA, ils disaient non, moi je veux lire ça, que les armes, je veux pas lire autre chose. Donc les analystes de la CIA, pas tous, une minorité, ils ont écrit qu'est-ce que le politique voulait bien entendre, donc ils l'ont fait, ça je me rappelle bien. Puis vous avez aussi dans la guerre avec l'Irak, quand ils ont déclaré la guerre, vous avez un Américain, j'ai oublié son nom, je vais vous lire, je vais vous donner son nom, c'est lui qui a corrompu les généraux irakiens, pas tous. La mallette, c'était $1 million par généraux pour pas qu'ils bougent quand les États-Unis vont envahir l'Irak. Lui, c'était une star. Hein. Je ne connaissais pas son nom, mais le journaliste, il a donné son nom. Vous avez des très bons éléments, par exemple, des agents de la CIA, des officiers traitants. Là aussi, je vais vous lire quelques pages, des bonnes feuilles, qui ont quitté la CIA quand Donald Trump... Alors, Donald Trump, lui, il veut détruire, il veut connaître les sources de renseignement de la CIA pour les vendre aux Russes, je ne sais pas, mais il pose beaucoup trop de questions. Donc la CIA va se méfier de lui. Il y aura une interview d'un ancien directeur, Paul Brennett, là, voilà celui-là. Et vous avez beaucoup de gens qui parlent sur sur Donald Trump, parce que Donald Trump, lui, il va détruire la CIA. Il va placer... donc il y a le déclin de la CIA maintenant, là. Aujourd'hui, en 2025, qui a commencé déjà. Il y aura un déclin de la CIA, les agents sont expulsés, donc voilà, ça va donner matière à recrutement. Il va y avoir les trahisons. Donc Tim Weiner, l'auteur du livre, pense que c'est le dernier livre qu'on va lire sur la CIA dans cette période. Il faudra attendre 3-4 ans pour voir un peu est-ce qu'il y a des éléments patriotiques qui vont écrire des livres, raconter les coulisses de la CIA, du FBI, du Pentagone, parce que vraiment Donald Trump, il respecte pas la loi. Moi je suis pas juriste, quoi, mais il viole toutes les lois, il respecte pas l'exécutif, le Parlement, tout ça, quoi. Donc voilà, donc moi je pense que j'ai fait le tour, hein, si je réfléchis bien, qu'est-ce qu'il y a encore un truc intéressant, voilà. Donc si vous voulez lire les coulisses des affaires de la CIA, c'est le livre qu'il faut. Mais il faut s'accrocher, c'est 400 et quelques pages de lecture, il y a 80 pages de sources, mais les sources ça ne m'intéresse pas, parce que quand il dit des choses, à la fin du livre, il retrace les sources, quoi. Donc je vais vous lire mes bookmarks les plus intéressants. Donc, nous sommes au Pérou. La CIA a des avions dans le ciel entre le Pérou et les frontières, sur les frontières des pays limitrophes du Pérou. Hein. Et donc, la mission de la CIA, c'est d'abattre les avions de trafiquants de drogue. Mais comme je l'ai dit au début de la vidéo, ils abattaient tout ce qui bougeait, quoi. Donc, dans le chapitre 2, rupture de confiance et mensonges. George Tenet, donc c'est le directeur de la CIA, n'avait pas connu jusqu'alors la pire journée à la CIA. Ce matin-là, le chef de poste de Lima, un grand et jeune agent avec une moustache blonde, nommé Stéphane Milliken, est entré dans le bureau de Roberta Jacobson, la chef de mission adjointe à l'ambassade américaine au Pérou, ne réprimant pas sa joie. On en a eu un. Et pas n'importe lequel. L'agence a enregistré un nouvel assassinat à mettre au compte de la guerre contre la drogue lancée par l'Amérique. Un petit avion avait été abattu dans le ciel clair au-dessus de la jungle amazonienne. Il est revenu 1 heure plus tard, tenant une feuille de papier, se souvient Jacobson.
Quand Hugh Turner, le numéro 2 du service clandestin, a vu arriver le cab urgent de Lima, il s'est précipité dans le couloir du 7e étage pour prévenir John McLaughlin, le directeur adjoint du renseignement central. Il y a eu une catastrophe là-bas, au Pérou, a-t-il commenté. L'assistant de McLaughlin, Louis Rueda, vétéran des guerres menées par la CIA en Amérique latine, a levé les yeux vers Turner, ou plutôt a planté ses yeux vers les siens. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez descendu un avion plein de religieuses. Une opération ayant porté a en effet abattu une famille de missionnaires américains. Les agents de la CIA n'avaient eu aucun renseignement sur une éventuelle cargaison de drogue de l'appareil. Ils n'avaient même pas tenté d'identifier l'avion quand il avait ordonné l'attaque. Veronica Browers et son bébé Charity avaient été criblés de balles de mitrailleuse calibre 30 et tués sur le coup. Le pilote Kevin Donaldson, touché à la jambe, avait crié « Il nous tue !» avant de tenter un atterrissage d'urgence. Il avait finalement survécu à ses blessures, ainsi que le mari et le fils de Veronica. Cette nuit-là, Tenet, le directeur de l'agence, la George Tenet, et ses principaux assistants ont passé des heures fiévreuses à tenter de comprendre ce qui s'est produit. Pendant le week-end, ils ont répété au vice-président Dick Cheney, à la conseillère, à la secrétaire nationale Condoleezza Rice, au département d'État, au Congrès, à la presse, au peuple américain, que les morts résultaient d'une erreur tragique et sans précédent dans une mission pourtant parfaitement gérée et menée dans la plus grande rigueur par la division Amérique latine. Donc, c'est faux, hein, parce qu'en fait, l'exécutif, je l'ai lu le livre, hein, il ne sait pas qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Il faudra... Donc, il y a des mensonges de la CIA, il faudra une commission d'enquête, l'inspecteur général, parce que la CIA a un inspecteur général qui fait des enquêtes, c'est classé, tout ça. Et donc, il va y avoir des obstructions au niveau de la CIA. Et donc, comme je vous ai dit, dans les livres, il y a deux personnes, José Rodriguez, c'est comme ça qu'il s'appelle José, je pense. Mais en tout cas, Rodriguez, c'est son vrai nom. Et je vous mettrai la photo ici dans la vidéo. Il faudra suivre les affaires, parce que ce Rodriguez, c'est une tête brûlée, en fait. C'est quelqu'un qui ne veut pas respecter la loi. Dans le livre, par exemple, il va gérer les centres, les black sites de la CIA pour les tortures après le 11 septembre. Hein, vous savez, les attentats commis contre le World Trade Center à New York. C'est lui qui est chargé de la torture et donc il va effacer des preuves, les vidéos, normalement qu'il doit délivrer à l'exécutif, au peuple américain, au Congrès. Lui va les effacer et il va se mettre d'accord avec Gina Haspel qui était sa chef, sa supérieure, quoi. Donc, il se protège, hein. En fait, c'est vraiment une tête brûlée, ce Rodriguez. En plus, dans tout le livre, sur 20 ans, 30 ans, il est toujours là, le mec. Je ne comprends pas comment c'est possible, mais il faut vraiment lire le livre, ce mec, il faudrait faire un film sur lui, quoi. On va passer au chapitre suivant, dans l'épisode du 11 septembre. Le 11 septembre, avec les attentats contre le World Trade Center. Hein. Donc, les États-Unis vont entrer en guerre contre l'Afghanistan. Tenet, donc c'est le directeur du Big Boss de la CIA, voulait l'accord du président avant de laisser ses officiers tuer Ben Laden. Et le tuer tout de suite. Le Conseil de sécurité nationale devait tenir une grande réunion, en urgence. Rice ne permit pas. Elle inscrivait la question à l'ordre du jour, mais à la date du 4 septembre. Rice, donc Condoleezza Rice, la secrétaire, là, n'avait pas en Tenet une grande confiance. Elle ne parvenait toujours pas à comprendre l'urgence de la situation. Et il ne parvenait pas à lui faire entendre. Si elle ne pouvait pas répondre à sa requête, c'est parce que le président n'avait pas sur Al-Qaïda de ligne politique claire. Elle n'était pas prête à reconsidérer la situation pour soumettre à son approbation, ce qui aurait pu constituer une telle ligne. Si Bush n'avait pas de ligne politique concernant Al-Qaïda, c'est parce qu'il n'en avait pas non plus quant à l'Afghanistan. Et s'il ne savait pas comment se positionner par rapport à l'Afghanistan, c'est parce qu'il n'avait pas véritablement d'idée sur le Pakistan, dont le dictateur militaire, c'était Perez Musharraf, celui qui a fouillé à Dubaï, se prétendait être un ami de l'Amérique, dont l'armée possédait la bombe atomique et dont les tout-puissants services de renseignement soutenaient les talibans. Rice devait donc attirer l'attention du président sur ces questions, qui deviendraient bientôt des questions de vie ou de mort. Mais elle n'obtenait aucun consensus entre les principaux membres du Conseil de sécurité, le président, le vice-président Dick Cheney, le secrétaire à la défense Donald Rumsfeld, le secrétaire d'État Colin Powell. En conséquence de quoi, la Maison-Blanche n'avait aucune cohérence stratégique. Hormis le plan, l'Amérique n'avait aucun plan pour se défendre. Voilà quoi. Bush n'avait guère conscience de son rôle de leader du monde, jusqu'à ce que l'Amérique fût attaquée. Il ne savait pas pourquoi il était président, affirme sans embâche son secrétaire d'État adjoint, Richard Armitage. Je vous dis, ça tue, hein, franchement.
Roosevelt méprisait Powell, qui ne lui faisait pas confiance. Et les collaborateurs néoconservateurs du secrétaire d'État à la Défense voulaient la peau du secrétaire d'État général 4 étoiles, dont l'uniforme dissimulait mal à leurs yeux l'homme de gauche. C'était un mariage arrangé, se souvient Powell. Pour ces gens-là, le département d'État est toujours un ennemi. Ils n'aiment pas beaucoup non plus la CIA. Tout l'été, l'étoile de Tenet, donc le big boss de la CIA, avait pâli au firmament de la défense nationale. Selon son propre directeur exécutif adjoint, John Brennan, donc qui va devenir plus tard, 12 ans plus tard, prendre la tête de l'agence de la CIA, Cheney ne voulait en aucun cas qu'il reste en poste. Il a même été question que Rumsfeld prenne les rênes pour un temps. Le vice-président comme le secrétaire à la Défense entretenaient un profond scepticisme quant aux capacités de la CIA. Cette défiance remontait au jour où 25 ans plus tôt, ils avaient servi comme directeur de cabinet et comme ministre à la Défense du président Richard Nixon, qui ne cachait pas non plus son mépris pour l'agence considérée comme une camarilla à la solde de la gauche, chargée de le renverser. Alors, pour eux, la menace d'Al-Qaïda n'était peut-être qu'une grande manœuvre destinée à tromper la Maison-Blanche et le Pentagone et à les détourner de l'essentiel. Ils avaient en tête des questions plus urgentes, pensaient-ils. Voilà où on était, quoi. À 1000 lieues de la réalité. Alors, nous sommes, je vais vous raconter une page et demie de ce livre. Nous sommes en Yougoslavie, hein, donc vous avez la guerre en Yougoslavie, et donc la CIA va jouer un rôle, hein, et donc ce sont ces agents de terrain, chefs de poste du service clandestin qui racontent l'histoire aux journalistes, quoi. Donc il y a un épisode, en fait, il faut capturer l'ancien président Milosevic, l'autre taré, le psychiatre, là, le chef de guerre, là, toute la bande, quoi, pour les amener au tribunal pénal international à La Haye pour qu'ils soient jugés. Donc Archibald, c'est le chef du service clandestin, donc il raconte qu'est-ce qui se passe. Archibald était passé maître dans le maniement de la mécanique complexe qu'est l'espionnage. Cette traque était le parfait résultat d'opérations de renseignement, d'opérations clandestines et d'actions militaires. Les officiers de la CIA recrutaient des agents serbes. Ils parvinrent à retourner le propre chef du renseignement de Milosevic, leur acheter des renseignements exploitables devant les tribunaux et capturer leurs cibles à l'aide du commandement des opérations spéciales interarmées du Pentagone. C'était à l'époque notre seule guerre, et le renseignement et la CIA conduisaient cette guerre, résume le général Petraeus, qui, après avoir entamé une belle ascension des sentiers de la gloire comme officier une étoile dans la guerre des Balkans avec Archibald, les a dégringolé 10 ans plus tard avec le scandale qui lui a coûté la direction de la CIA. Donc ça, c'est un autre chapitre que, si je l'ai beaucoup marqué, je vous raconterai. Donc, armée a des mandats d'amener secrets. Donc, c'était des mandats secrets, hein, ce pas des mandats d'arrêt. Hein, des mandats secrets guidés par l'Agence de sécurité nationale et par les drones de surveillance Predator, les forces conjointes des espions d'Archibald, les soldats de Petraeus et les commandos britanniques frappaient aux portes, éventuellement les fracturaient, saisissaient les criminels de guerre, leur liaient les chevilles et les poignets, les fourraient dans des camions, dans les camionnettes et les transbordaient dans des hélicoptères et les envoyaient devant le tribunal international pour Yougoslavie, le TPI, là, à La Haye, quoi. Au cours de leur traque, ils ont découvert que les Balkans étaient devenus une plaque tournante pour le djihadisme islamiste, parmi lesquels les anciens combattants afghans de la guerre sainte contre l'URSS, autrefois soutenus par la CIA, désormais retournés contre les États-Unis et rangés aux côtés d'Al-Qaïda. Les CIA, donc déjà à l'époque, la CIA enlève une douzaine de ces hommes, vole leurs documents et leurs disques durs, les drogues, et puis les met pieds et poings liés et les envoie par avion dans des prisons au Caire. C'est en Égypte et à Hammam, c'est en Jordanie. Et donc, les Balkans s'avèrent toujours, du point de vue de Petraeus, un terrain d'entraînement vraiment intéressant pour les traques qui conduiraient 5 ans plus tard en Irak. Donc, en fait, il dit que ça leur a permis d'avoir déjà des renseignements, quoi, pour plus tard, quoi, pour l'Irak, quoi. Archibald donne quelques conseils à Rueda. Écoutez bien, c'est le chef des services clandestins, donc c'est des espions qui n'ont pas de couverture, quoi. Il sait ce qui en Irak a échoué et croit savoir pourquoi. Si tu peux, travaille avec des patriotes. Laisse les types qui font ça pour le fric et ceux qui s'y mettent pour le pouvoir. Ils t'arnaqueront à tous les coups. Ils te laisseront tomber, ils te trahiront. Ainsi prévenu, Rueda part rencontrer le vice-président tchèque. Donc voilà, quoi. Ça, c'est un bon conseil. Alors, on va aller sur l'affaire irakienne. Hein. Vous savez que les États-Unis ont déclaré la guerre à l'Irak de Saddam Hussein avec les armes de destruction massive.
Donc je vous raconte 2 pages très très intéressantes, vous allez rigoler, vous allez voir. Bah, vous allez rigoler parce que vous allez voir l'amateurisme hein, de George Bush et de ses conseillers. Rueda se rend au Patagone pour informer Paul Wolfowitz, le secrétaire adjoint à la défense, un homme que n'atteigne pas les faits dès lors qu'ils ne correspondent pas à ses partis pris et qui croit, sans le moindre élément de preuve, que Saddam Hussein a commandité l'attentat de 93 contre le World Trade Center et qu'il entretient une liaison secrète avec Al-Qaïda. Vous voyez le niveau, hein. Wolfowitz ne cesse de presser la CIA à lui fournir des preuves qui n'existent pas. Pour lui, Saddam est au Moyen-Orient à la racine du mal et il est convaincu qu'une fois le tyran renversé, l'Irak deviendra une démocratie, que les dictateurs de la région tomberont comme des dominos, que les Palestiniens feront la paix avec les Israéliens et que l'Amérique assurera sa domination sur le monde arabe. Encore quelques temps et le président des États-Unis partagera cette vision. Donc vous voyez, c'est fou, hein. Continue, toujours le même, hein, parce que je vous dis dans ce chapitre, je ne vais pas lire tout, hein, j'ai lu quelques trucs quoi, qui m'ont marqué. Wolfowitz avait lui-même insisté pour s'entretenir avec Rueda, mais il montra peu d'intérêt pour son plan. Il orienta rapidement la conversation sur sa lubie. L'homme qui pouvait, croyait-il, changer l'Irak. L'ont tué et torturé Ahmed Chalabi, déjà condamné pour escroquerie, qui dirigeait à Londres un groupe de réfugiés, le Congrès national irakien. Le Chalabi avait encore, prétendait-il, une grande influence dans son pays natal, bien qu'il n'eût plus séjourné à Bagdad depuis 1958. De 91 à 96, la CIA avait travaillé avec lui et s'en était mordu les doigts. Je ne pouvais pas croire que nous lui donnions de l'argent pour tenter de renverser Saddam Hussein, écrit Kenneth Pollock, l'un des principaux spécialistes de l'Irak que comptait à l'époque la CIA. Je ne pouvais pas croire qu'on puisse acheter ce qu'il tentait de vendre. La CIA et le département d'État l'avaient rangé dans la triste catégorie des menteurs et des voleurs. Parce que la guerre, c'est grâce à lui. Hein. S'il n'y avait pas cet affabulateur, cet escroc, jamais les États-Unis seraient rentrés en guerre. Hein. Donc, ils croyaient ce mec-là, quoi. Le service clandestin avait même rédigé une rarissime note d'exclusion, interdisant à tout officier de travailler avec lui et enjoignant aux analystes de ne pas croire à mot de ce qu'il disait. Ce type est une fouine, disait Armitage, à qui voulait l'entendre, et ne nous apportera que des ennuis. Wolfowitz est parfaitement au courant de ces mises en garde, dépourvues d'ambiguïté, mais les rejette d'un revers de la main. Depuis des années, Chalabi courtise non seulement les puissants politiques et des journalistes influents, mais aussi d'anciens responsables du renseignement comme Dewey Clarich, l'ex-directeur de la CIA, James Woolsey, sans oublier les faiseurs de roi du parti conservateur comme Cheney et Wolfowitz. Il prétend désormais détenir des informations de première importance concernant Saddam Hussein, et il œuvre en faveur d'un plan de libération de l'Irak qui a l'imprimature de Clarich. C'est ce plan qu'il tente de vendre à Rueda. Écoutez bien le plan. Un escadron de chasseurs F-18 décollera d'un porte-avions et nettoieront à coups de bombes le sud du Irak. Les commandants américains disposeront sur le terrain d'un bataillon constitué d'hommes de Chalabi, vivant tous depuis des années en Europe ou aux États-Unis. Cette armée de civils, entraînée, financée et équipée par ses alliés américains, marcherait droit vers le nord, libérer la capitale et installeront Chalabi à la tête d'un nouvel Irak, démocratiquement et sécurisé, transformé en économie de marché. Ce plan visionnaire jouit de l'appui inconditionnel des principaux collaborateurs de Rumsfeld. Attendez, parce que... Il n'impressionne guère pourtant le général 4 étoiles à la retraite Anthony Zimi, qui a commandé les forces américaines dans le Golfe Persique et résume ainsi la chose. Des types à Rolex et cravates de soie montent à Londres une expédition, on équipe 1 millier de combattants, on les arme avec des AK-47 pour la bagatelle de 97 millions de dollars et on les introduit en Irak et au bout du compte, on obtient quoi? Une baie des chèvres. La baie des chèvres, c'est ce qu'il dit quoi. Donc vous voyez, c'est fou, hein, je vous dis franchement. Lisez le livre, hein, vous n'allez pas le regretter, hein, mais je vous dis, il faut s'accrocher. Hein. On voit, je vous lis encore quelques trucs intéressants. Hein. Alors on est toujours en Irak, hein, on est avec Al-Qaïda. Le 4 septembre 2001, le Conseil de sécurité nationale examine finalement la question d'une directive présidentielle au sujet d'Al-Qaïda. Cheney, Rumsfeld, Powell, Rice, Tenet sont présents à la réunion qui se tient dans la situation room de la Maison Blanche, la salle de crise quoi. Le mémorandum de notification tel que l'a pensé Tenet autorisant ses officiers à tuer Ben Laden n'est pas sur la table. La proposition est bien plus modeste. Elle défend une augmentation des financements et un renforcement du soutien apporté aux seigneurs de la guerre de l'Alliance du Nord en Afghanistan et fixe un délai de 3 à 5 ans pour détruire Ben Laden et ses djihadistes. Tenet accepte
d'armer des drones, prédateurs de missiles, Hellfire, mais la question de la responsabilité de leur déclenchement demeure. Si la nécessité d'avancer dans un avenir trop éloigné est reconnue sous réserve de l'accord du président, rien n'est résolu. Personne autour de la table ne s'est montré effrayé par la menace. Donc, il y a une menace, mais personne ne bouge, quoi. Les informations de la CIA quant à l'imminence d'un attentat d'Al-Qaïda n'ont cessé de s'accumuler et se préciser depuis le mois d'avril, semblent inexplicablement se tarir au début du mois de août, soit quelques jours avant que Bush ne reçoive une mise en garde express, désormais tristement célèbre dans son ranch du Texas. Le mémo quotidien présenté au président du 6 août, intitulé Ben Laden déterminé à frapper les États-Unis, était le 36e alerte de la CIA à l'intention de Bush quant aux activités d'Al-Qaïda. Il comportait un singulier renseignement du FBI informé d'une activité suspecte dans le pays liée à de possibles détournements d'avions, mais Bush n'y prête pas attention. Elle a déjà entendu tout cela, pense-t-il. Après l'événement, le président et ses collaborateurs prétendront n'avoir pas été alertés. À la vérité, les dirigeants de la CIA ont déclenché le signal d'alarme le plus long et le plus retentissant de toute l'histoire de l'agence. Mais c'était encore insuffisant. Ils auraient dû s'assurer que Bush et son entourage puissent l'entendre. Ils ont négligé ce point-là, quoi. Voilà. Au Pakistan, il y a un général qui a fait un coup d'État qui s'appelle Pervez Musharraf. Il a un service de renseignement, l'ISI. À la tête, un général aussi. Il faut savoir que cet ISI-là, forme, ravitaille, apporte la logistique, donne des renseignements aux talibans. C'est les terroristes qui sont en Afghanistan. Et donc Bush et les services secrets vont lui dire il faut qu'il collabore avec les États-Unis, ou sinon c'est la fin pour lui. Donc il va accepter. Mais certaines personnes au gouvernement, dans la CIA, savent que ce type, ce Pervez Musharraf, il joue double jeu en fait. Il est pour les terroristes. C'est pas un ami des États-Unis. Et je vais vous raconter un épisode. Donc dans cette guerre, qu'est-ce qui se passe quoi en Afghanistan? La préoccupation exclusive du président pour l'Irak, sa fixation sur de chimériques armes de destruction massive et son incapacité à ordonner une opération militaire pour capturer l'homme qu'il a pourtant proclamé vouloir saisir mort ou vivant, vont hanter pendant des années les espions et les soldats américains. Les enterra aussi la réponse hallucinante de Cheney à un appel téléphonique de Pervez Musharraf. Écoutez bien, hein. Le dirigeant pakistanais lui affirme qu'un contingent d'officiers de l'ISI affectés à la surveillance des talibans est pris au piège dans la ville de Kunduz, un peu plus de 300 km au nord de Kaboul, cerné par les forces de l'Alliance du Nord. Il veut les évacuer. Il y va, dit-il, de l'honneur national. Le président pakistanais obtient le feu vert du vice-président américain. Voilà. Donc c'est une erreur. Grave. L'ISI a secrètement exfiltré du champ de bataille des centaines de talibans et de combattants d'Al-Qaïda qui vont pouvoir entrer au Pakistan et s'évaporer. Oui, donc c'était un épisode où il a arnaqué les Américains, quoi. L'acte le plus responsable et le plus fou de toute la guerre, Hassan Bernstein, des années plus tard, le sommet de la bêtise, quoi, il dira. Je me suis demandé comment une telle chose pouvait arriver. Comment ont-ils pu se laisser manipuler au point de faire ça? Donc tout le monde sait que Pervez Musharraf, il joue double jeu, il joue du côté des talibans. Et pourtant, ils vont l'aider. Lui, les talibans, à évacuer Kunduz, quoi. En Afghanistan, avec la CIA et Karzai. Écoutez bien, parce que ces deux pages-là que je vais vous lire, ça vous donne bien une idée de l'ambiance et de la corruption, le népotisme, le clientélisme en Afghanistan, comment ça fonctionne avec la CIA. La CIA est désormais chez elle en Afghanistan, comme elle l'avait été en Iran dans les années 70. Quand l'ancien directeur de l'agence Richard Helms y avait exercé les fonctions d'ambassadeur aux États-Unis. L'argent de la centrale de renseignement offrait au gouvernement le minimum de sécurité et cette stabilité était essentielle à la CIA pour mener à bien ses missions, à savoir traquer Al-Qaïda. L'argent était aussi indispensable à la présidence de Karzai. Ses ministres et ses gouverneurs en dépendaient, bien que peu se préoccupaient de l'avenir du pays. Ils n'étaient pas guère intéressés au dire de Metrinko que de leur propre pouvoir est parfaitement préparé pourvu qu'ils s'enrichissent et laissent le pays sombrer en enfer. La CIA travaillait avec tout le monde, le moindre délinquant, le moindre soudard corrompu. Parmi eux, il y avait donc Ahmed Wali Karzai, le frère d'Hamid Karzai, le président de l'Afghanistan, une recrue de choix, lui aussi, pour l'agence. Il parle un anglais parfaitement avec un accent de Chicago et c'est effectivement un gangster.
et devient l'homme fort de la province de Kandahar, amassant une fortune en prenant le contrôle des forces de sécurité locales, du commerce et des marchés publics. Il exige d'énormes commissions des trafiquants de drogue pour protéger leur immense champ de pavots et leur cargaison d'héroïne. Grâce à une bonne partie à un prêt du gouvernement des États-Unis, dilemme arrangé en 2004 par le nouvel ambassadeur américain Zalmay Khalilzad. Il acquiert des terrains sur lesquels s'étend rapidement la base américaine de Kandahar, construite sur l'ancienne résidence du Mollah Omar. En 2005, Ronald Newman, qui vient de succéder à Khalilzad, envoie un câble urgent intitulé « Résoudre la crise de la corruption en Afghanistan ». Il note la tendance d'Hamid Karzai à tolérer la concussion et pointe l'implication du frère du président dans le trafic d'héroïne. Il conclut: le président Karzai doit exclure de son gouvernement les hauts responsables les plus notoirement corrompus et probablement les poursuivre. Il cite nommément 4 gouverneurs de la province, dont 3 émergent sur la liste de la CIA, tout comme Ahmed Wali Karzai. En fait, vous devez savoir que la CIA, là-bas, la CIA, elle est, comment dire, c'est le ministre de l'économie. Pour tout et n'importe quoi, c'est eux qui payent, quoi. C'est la CIA qui paye, et elle paye des marionnettes, quoi. On va parler un peu de Rodriguez, hein. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, Rodriguez est une tête brûlée de la CIA qui ne collabore pas avec l'inspecteur général ni avec le Congrès. Il veut protéger la CIA, mais c'est un, on va dire, c'est un simple d'esprit, quoi. Parce que quand on lit le livre, on voit bien que c'est pas un personnage. Allez, les postes qu'il a occupés, il les a occupés par clientélisme et népotisme au sein des directeurs centraux, par exemple, pour le service clandestin. Donc lui, il s'est chargé du sale boulot, quoi. C'était la torture. Rodriguez mit au point un schéma de détention et d'interrogatoire des captifs d'Al-Qaïda par les officiers de la CIA. Il s'assurait l'aide du bureau des services techniques, c'était l'OTS, Office of Technical Service, que s'adressait le service clandestin quand il avait besoin d'outillage d'espionnage, micro, caméra, surveillance, système de communication secret, faux passeport, camouflage. Le bureau disposait aussi de psychologues qui connaissaient les techniques institutionnelles pour briser les gens sans les tuer. Leurs prédécesseurs de la guerre froide avaient mené des expériences de contrôle des esprits connues sous le nom de code MK-Ultra. Parmi les nombreuses horreurs commises, on peut retenir certaines techniques d'interrogatoire expérimentées sur des prisonniers fédéraux, consistant à leur faire absorber du LSD à leur insu tous les jours pendant 11 semaines consécutives. Quand le directeur de la CIA, Allen Dulles, avait créé le bureau en 1951, au plus fort de la guerre de Corée, il voulait savoir s'il était possible de mettre au point un sérum de vérité. Ces officiers se chargeaient déjà d'interroger dans des prisons secrètes des bases militaires américaines en Allemagne et au Panama, qui ouvrirent la voie à Guantanamo, quoi, aujourd'hui, quoi. Une poignée de prisonniers suspectés d'être des agents doubles soviétiques, quoi. C'est de cette campagne d'interrogatoire qu'est né MK-Ultra, avec son cortège de pilules magiques, suivi de 20 années de recherche abandonnées en 1973 sur les meilleurs moyens de délier les langues. Au fil des ans, les psychologues de la CIA avaient rédigé des études de cas sur des prisonniers américains dont les troupes chinoises avaient lavé le cerveau durant la guerre de Corée et sur les captifs allemands enfermés dans des cercueils par les agents soviétiques durant la Seconde Guerre mondiale. Alors, cette histoire de cercueil, ben, en fait, parce que j'ai lu le livre, hein, dans les techniques d'interrogatoire de nos jours, hein, par exemple en Thaïlande, je crois qu'il y avait un terroriste qui s'appelait Khaled, un big boss d'Al-Qaïda, et lui, ils l'ont mis dans un cercueil plusieurs fois, quoi, pendant des jours entiers, quoi, dans le noir total, quoi. Mais il va mourir en détention, hein. Donc quand vous allez le lire, vous allez voir le cercueil, ben, ça vient de là, quoi, en fait, cette histoire de cercueil. Voilà, quoi. Donc moi j'ai fini pour ce chapitre, donc je vous passe un autre bookmark. Je vais vous lire quelques lignes de la façon dont la CIA corrompt des directeurs de services secrets, quoi. Donc vous allez voir, l'argent coule à flot, hein. Donc ce que j'ai compris dans les livres, ils ont des budgets en milliards. Donc comme je vous ai dit, en Irak c'est $1 million par général, pour pas que les soldats bougent quand les États-Unis vont attaquer l'Irak. Mais il y a d'autres pays où ça coûte plus cher. Donc je vous lis comment ça fonctionne. Code Sana sur Rua. Donc en fait ils doivent, avant d'aborder, donc ils doivent chercher des endroits pour détenir des terroristes, pour les torturer, pour les interroger. Donc Code Sana, c'est un agent de la CIA. Code Sana sur Rua, sur le foncier, pour trouver des emplacements susceptibles d'héberger des prisons secrètes de la CIA. Le 130 terroristes envisagea même certains sites reculés dans une île sur le plus grand lac artificiel du monde, le lac Kariba,
à la frontière entre la Zambie et le Zimbabwe. L'argent n'avait pas d'importance, pas plus que les procédures. Les chefs de poste s'adressaient directement au ministre de l'Intérieur et aux maîtres espions des pays concernés, parfois même sans informer l'ambassadeur des États-Unis. Par exemple, en Pologne, en Lituanie et en Roumanie, il fut accueilli à bras ouverts par les chefs des services de renseignement communistes, formés et entraînés par la CIA après la chute du mur de Berlin. La CIA collaborait étroitement avec les Polonais. Le soutien clandestin de l'agence au mouvement syndicaliste Solidarność avait aidé les dirigeants à porter un coup terrible à l'Empire soviétique. Pour sceller l'accord avec la Pologne, George Tenet, donc c'est le directeur de la CIA, embaucha le président des États-Unis. Bush entreprit le président polonais Aleksander Kwasniewski juste avant un dîner d'État en son honneur. Nous étions absolument seuls dans le bureau ovale, se souvient Kwasniewski, donc c'est lui qui parle. Bush est venu vers moi et a chuchoté à mon oreille. Il m'a dit que c'était important. Le poste de Varsovie remit au service de renseignement polonais 2 boîtes en carton contenant 30 millions de dollars en échange du libre usage d'une villa de 2 étages dans le village de Staté Kievskousti qui sert de base d'entraînement cachée dans la forêt à une centaine de kilomètres de l'enclave russe de Kaliningrad, qui fut un avant-poste des officiers de renseignement nazis durant la Seconde Guerre mondiale. En fait, base d'entraînement, c'est une villa qui va servir à détenir des terroristes, pour les torturer, pour les transférer en Jordanie, en Caire, où il y a les dictateurs, pour les torturer. Donc c'est comme ça que ça marchait. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, il existe des analystes, quelques personnes, pas beaucoup, qui ne sont pas des patriotes et qui vont aller dans le sens de George Bush pour déclarer la guerre à l'Irak. Pour ça, ils vont fabriquer des faits, écrire dans des rapports des mensonges qu'ils vont présenter à Tenet, et Tenet va donner à George Bush. Mais vous allez voir que ça ne va pas se passer comme ça, mais ça va se passer comme ça. Donc je vous lis l'épisode, comment on a déclaré la guerre à l'Irak, d'abord à la CIA, puis à la Maison Blanche, et puis à l'ONU. Powell, c'est le général 2 étoiles ou 4 étoiles. Donc arrive au siège de la CIA le 1er février pour un très long week-end de travail. Dans une main, il a le discours de 90 pages rédigé par Libby, qu'il a failli mettre à la poubelle. Dans l'autre, les 92 pages de la NIE. Ainsi armé, il réquisitionne la salle de conférence du 7e étage et il retrouve les directeurs avec ses analystes les plus solides, donc à la CIA. Pendant 3 jours et 3 nuits, le secrétaire d'État et le directeur de renseignement central, donc qui était né, donc c'était l'homme de George Bush, donc, pendant 3 jours et 3 nuits, le secrétaire d'État et le directeur de renseignement central reprennent les arguments en faveur de la guerre. J'étais assis là, toutes les nuits avec George Tenet et ses gens, et je ne les lâchais pas, raconte Powell. Vous avez les sources pour ça? Vous les avez croisées? Sinon, ça ne marche pas. Et il jurait par tout ce qu'on veut. Tous deux, ils passent au peigne fin la présentation ligne par ligne. Quant à Libye et ses collègues du Conseil de sécurité nationale fantôme débarquent pour rediscuter les cas des liens entre Saddam Hussein et Al-Qaïda et les repoussent du mieux que possible. Lorsque Powell fait part de ses doutes sur une affirmation ou sur une source, Tenet appelle des experts pour les confirmer. Le dimanche, ils l'ont convaincu que l'Irak possède des agents biologiques, notamment le bacille de charbon, dont Bagdad peut rapidement faire un usage belliqueux au moyen de bombes de missiles ou bien en les vaporisant dans l'air. Le cas des laboratoires mobiles où seraient fabriquées les armes biologiques repose sur des photos prises par des satellites de reconnaissance et sur l'étonnante source allemande. Le plus gros morceau, c'était Curverball, estime John McLaughlin, l'analyste chevronné et spécialiste de l'Irak, qui tournait les pages lors de la réunion avec le président et où Tenet avait eu recours à une métaphore baskettiquement non vérifiée, provenant d'une source nébuleuse et contestable. Donc Curverball, c'est un affabulateur, il a manipulé. Tout le monde savait dans l'enseignement qu'il mentait, mais là, ceux qui ont rédigé le rapport, ils ont fermé les yeux sur ça. Donc, il dit que les dossiers des armes biologiques étaient vides. Et après, Michael Morell pensait que Powell et Tenet se demanderaient ce qui clochait dans le tableau. Donc, personne ne dit rien. Morell, ce week-end-là, fut assailli par la honte. Il est considéré comme l'un des meilleurs, plus fins spécialistes de la CIA
et des plus doués. Et il voyait clairement ce qui se passait. Point par point, Powell demandait des informations complémentaires sur ce qu'affirmait le texte. Et à mesure que nous les trouvions, nombre d'entre elles semblaient s'effondrer sous mes yeux, écrit-il dans ses mémoires parus après qu'il était directeur adjoint puis directeur par intérim de l'agence, la CIA, quoi. Et ce qui s'effondrait, ce n'était pas les affirmations de la Maison-Blanche. Mon équipe en avait déjà fait sauter. Non, ce qui s'effondrait, c'était certains faits utilisés dans le NIE à l'appui des jugements formulés. Il ne fait part à personne de ses doutes. Par son silence, il manque à ses devoirs et il le sait, et pour sa grande honte, il ne dira rien. Donc, Tenet n'a jamais remis en question la thèse des armes de destruction massive détenues par l'Irak. Les espions qui l'animaient et le respectaient pour son dévouement envers ses troupes en virent à croire que certains analystes l'avaient trahi, les avaient tous trahis en cédant au président. Et certains allèrent jusqu'à penser que si la CIA avait été une organisation militaire, il y aurait eu des comparaisons en cour martiale. Donc, Powell ravale ses propres doutes et choisit de servir le président en guerrier fidèle. Le 5 février, le secrétaire d'État annonce au Conseil de sécurité des Nations Unies et au monde que les premières preuves contre Saddam Hussein sont écrasantes. Chacune des déclarations que je fais aujourd'hui s'appuie sur des sources solides, affirme-t-il. Ce que nous vous présentons, ce sont des faits et des conclusions fondées sur des renseignements solides. Il y avait de la fumée, mais pas de feu. Et les renseignements solides se sont évanouis dans l'atmosphère. 3 ans plus tard, Powell concède amer. Quelques personnes dans la communauté de renseignement savaient à l'époque que certaines de ces sources n'étaient pas bonnes et qu'il a fallu ne pas en tenir compte et ces personnes se sont tues. J'en suis accablé. 4 ans avant sa mort, il prévoyait dans son discours avec ses mensonges et ses conséquences funestes serait mentionné au premier paragraphe de sa notice nécrologique. Il le fut. Donc vous voyez, il savait qu'il manipulait tout le monde, Powell. Mais il a préféré servir un homme que servir son pays, servir la vérité. C'est triste. Voilà quoi. Alors quand on envahit un pays comme l'Irak par exemple, il y a des officiers de traitance sur le terrain, dans les ambassades où on les appelle les chefs de poste. Mais il y en a, ils n'ont pas ce titre-là, ils sont officieux. Donc quand on attaque un pays, on va l'envahir, on envoie des officiers traitants. Hein, donc c'est des gens qui vont recruter des sources humaines, ils vont corrompre des commandants, des généraux pour préparer le terrain pour prendre le pays. Donc il y a 2 personnes dans le livre qui vont jouer un grand rôle. Il s'appelle Thomas Sylvester. Lui, il a corrompu Talabani, les Kurdes, les Peshmerga. Il a corrompu beaucoup de gens. Il avait un réseau qu'il avait monté en Irak. Et surtout, ce qui va faire avancer les affaires de la CIA, c'est un CD-ROM, parce qu'on raconte dans les livres. Il avait les noms des généraux, des commandants et tout ça, avec des renseignements personnels sur eux. Donc il va pouvoir agir sur eux, quoi, pour les corrompre. Donc ça aide beaucoup les renseignements personnels, quoi. Où vous habitez, qu'est-ce que vous écrivez, qu'est-ce que vous dites, quoi. Il y a aussi quelqu'un d'autre, hein, parce que j'ai regardé, j'ai vérifié sur LinkedIn. Et lui aussi, il a joué un grand rôle. Maintenant, il est dans un fonds d'investissement, quoi. Voilà, quoi. Donc je vous parle un peu, qu'est-ce qui se passe un peu avec ce deuxième personnage. Sedel était chef de poste à Bagdad quand la première guerre du Golfe en 91 avait commencé et il était resté après la chute de la ville. Son père avait été officier de la CIA et avait servi dans tout le monde arabe. Et lui, jeune hippie, parvenu à la croisée des chemins, avait fini par suivre les traces paternelles et par rejoindre l'agence en 80, où il avait finalement été promu chef de poste en Égypte, Jordanie et en Arabie Saoudite. Je connaissais Charlie depuis des années. J'adorais travailler avec lui, confie William Burns, ambassadeur aux États-Unis en Jordanie, puis sous-secrétaire d'État pour le Proche-Orient en 1998 à 2005. Il avait la confiance de beaucoup de dirigeants arabes dans tout le spectre politique, de ceux qui étaient nos proches partenaires et de ceux qui n'étaient pas, franchement pas. Il maîtrisait non seulement l'arabe littéraire, mais l'arabe dialectal des pays où il avait vécu et les aphorismes et proverbes qui accompagnent un locuteur cultivé. Bon vivant, ne déniant pas ni le whisky ni les cigares, Charlie appelait par leurs prénoms des rois, des premiers ministres, des tchèques tribales, balayeurs et petits commerçants. Je me souviens, Mac Polimopoulos, là, qui faisait à l'époque partie de l'unité commandée par Sylvester. Donc Thomas Sylvester, c'est lui dont il est question. Hein. Il a corrompu beaucoup de généraux, hein, entre autres, mais des chefs de tribu aussi, irakiens aussi, quoi. Le nom de Charlie, prononcé sous les orses et les palais du pouvoir d'Irak en Jordanie, en Égypte, en Arabie Saoudite, vous ouvrez instantanément les portes des hommes qui comptaient.
Sedel rapportait au chef de division Proche-Orient, blablabla, quoi. Parmi les officiers que Sedel supervisait en Irak se trouvait Thomas Rakusen. Celui-là, c'est le deuxième. C'est le deuxième officier qui a corrompu aussi les généraux, hein. Il avait espionné en Russie. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui a d'expérience sur le terrain. Avant la fin de la guerre froide et opérait en Europe centrale et l'Est. Il parlait assez de langues slaves et suffisamment bien pour se faire passer pour un ressortissant de plusieurs pays. Il vint à Bagdad sous la couverture du ministre de l'Intérieur tchèque, qui avait dépêché une équipe au début de l'année 2003 afin de revoir la sécurité et les plans d'évacuation de son ambassade. Sa mission était de collecter des informations de terrain pour l'invasion. Lors de ses promènes nocturnes dans la ville, il repérait les systèmes de défense et les concentrations de troupes, évaluait la capacité de charge des ponts sur le Tigre et envoyait ses rapports quotidiennement à Sedel et au Central Command à Doha. Rakusen reçut pour son travail en Irak la distinction Distinguished Intelligence Cross, c'est une médaille quoi. Il servit 4 fois comme chef de poste avant de prendre la direction de la division Proche-Orient et en 2017 du service clandestin de la CIA quoi. Seul autre officier a reçu cette distinction la plus haute de la CIA pour son action en Irak, Jim Marsh, travaillait en concert avec les Kurdes et l'ancien général irakien Mohamed Al-Sawani, bien connu des services. Il mettait sur pied la force d'intervention des Scorpions qui réunissait d'anciens combattants irakiens en exil fidèles au général venus des États-Unis, d'Europe et du Moyen-Orient. Pour mener à bien son plan d'action clandestin, Rueda a projeté d'utiliser les Scorpions dans les actions de sabotage afin de créer l'illusion d'un coup d'État et de détourner sa démission de la menace. La guerre de Rumsfeld-Lechenet détestait cette idée et voulait voir Chalabi à la tête de son groupe d'exilés, de forces irakiennes libres, donner l'échange et prétendre à une libération de l'Irak par lui-même. Donc vous avez vu, hein, donc, les agents de terrain, ils ont leurs hommes des Scorpions et Rumsfeld, il veut appeler l'autre affabulateur l'escroc de Chalabi, quoi. Donc ces deux hommes, hein, Thomas Sylvester et Rakusen, ce sont avec un... Je ne me rappelle plus du nom, j'avais lu un livre avant, avec un autre qui a pris sa retraite, là, un officier traitant, ce sont les trois, enfin les deux dans le livre, plus l'autre là-bas, ce sont les trois qui ont le plus corrompu les généraux. Corrompre les généraux, si on veut faire la guerre, envahir un pays, c'est la première chose qu'il faut faire. Avoir des renseignements humains, des sources, l'argent et corrompre. Avec l'argent, on achète tout, quoi. C'est ce que je vois dans le livre. Toujours dans le livre, donc on explique aussi quelque chose qui est très important, c'est qu'après avoir compris les généraux, dès qu'on a conquis le pays, en Irak par exemple, ils vont financer des tribus qui sont des tribus qui vont faire la guerre contre les terroristes, qui vont aider les États-Unis dans la guerre contre le terrorisme. Parce qu'en fait, ces tribus irakiennes se rendent compte qu'en fait, le terrorisme, ils font tout péter, quoi. Ils tuent tout le monde, des innocents. Ils ont commencé à en avoir marre. Donc, il va y avoir une alliance entre la CIA et cette tribu qui va être financée par la CIA pour ces hommes pour faire la guerre aux terroristes, quoi. Et avant de vous lire ces quelques pages très intéressantes sur l'Irak, vous savez que si vous connaissez un peu l'histoire des États-Unis en Irak, quoi, quand ils ont pris le pays, il y avait du terrorisme. Mais il y avait beaucoup de problèmes, c'est qu'il y a eu plusieurs généraux qui sont venus en Irak qui ne parvenaient pas à casser le terrorisme, quoi. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas les renseignements, ils ne connaissaient pas les types qui étaient là-bas, quoi. Parce que c'était des résistants, en fait, qui faisaient la lutte, c'est leur pays. Mais le problème, c'est qu'ils tuaient des innocents. Ils tuent pas que les soldats. S'ils tuaient des soldats, c'est bien, mais ils tuent des innocents et ils font sauter des mosquées chiites contre les sunnites. Et donc, c'est le bordel. Alors, la CIA, enfin, c'est l'armée américaine. Comment ils vont faire? Qu'est-ce qui va changer? Quel est le point de culbute? Qu'est-ce qui va permettre à l'armée américaine de renverser le rapport de force contre les résistants irakiens et les terroristes? C'est des renseignements. Un jour, il va y avoir un checkpoint, on raconte dans le livre, donc il y a une voiture qui va se faire contrôler. Dans la voiture, ils vont trouver des disques durs, des clés USB, mais en quantité énorme. Et en fait, tous ces renseignements, c'est des renseignements qui sont contenus dans les supports informatiques, qui ne sont pas protégés. Et cet homme va se faire interroger et il va livrer tout. Et l'histoire, ils vont pouvoir, en fait, avec ce type-là et cette voiture qu'ils ont interceptée dans un rond-point par hasard, va pouvoir faire capturer des terroristes, écouter des communications de terroristes, et c'est comme ça que, de fil en aiguille, ils vont pouvoir combattre les terroristes et les résistants irakiens, quoi. Parce que j'ai dit bien terroristes, ceux qui tuent des innocents, qui font sauter des mosquées, ça c'est des terroristes. Mais les résistants, c'est ceux qui luttent
contre l'occupation américaine. Donc je le dis bien, la différence entre les deux. Hein. Donc je vous lis quelques pages du livre. Le directeur adjoint de la CIA, Stephen Capes, se rend à Ramadi et promet à McFarland tout l'argent dont il a besoin pour payer et équiper les recrues, financer les primes d'engagement, les salaires, les uniformes, les armes. En réaction au réveil, donc le réveil c'est la tribu. Donc ils vont former cette tribu, les financer pour qu'ils luttent contre les terroristes, quoi. En réaction au réveil, les forces d'Al-Qaïda tuent plusieurs centaines d'Irakiens à Ramadi et aux alentours à l'arme lourde et à la voiture et au camion piégé où ils montent et encore au gaz chlore. Mais à partir d'avril 2007, ils perdent le contrôle de la ville. Les Tchèques ont répondu en rassemblant des dizaines de milliers de miliciens prêts à tuer les terroristes et à soutenir les opérations de contre-insurrection des Américains. La CIA a fourni les armes et les munitions afin d'aider les chefs tribaux sunnites à rassembler ses forces et à les lancer contre l'ennemi commun. Les efforts sont largement payés en retour par les renseignements que livrent les milices sur Al-Qaïda en Irak. Le réveil est un mouvement sunnite. La CIA ne l'a pas créé, mais elle l'a encouragé, protégé, renforcé. En mai, le général Petraeus peut exploiter cette opportunité. C'est le germe d'une grande idée. De sa propre autorité, il inscrit dans ses registres les membres des tribus sunnites et transforme l'image et l'objectif du mouvement. Pour 400 millions de dollars, il crée une milice nationale sunnite qui nomme les fils de l'Irak. Les effectifs s'élèvent à 103 000 hommes, dont un cinquième sont d'anciens insurgés ayant pour beaucoup du sang américain sur les mains, tout prêts à changer de camp contre un chèque réglé chaque mois. Plus que le sang et le sacrifice des centaines de soldats américains qui ont cette année-là trouvé la mort sous le commandement de Petraeus, c'est la participation au combat de milices sunnites qui renversent le cours de la guerre. Lorsqu'elles sont levées en plein été, les violences ont commencé son reflux. Durant les 5 premiers mois de Surge, le nombre de soldats américains morts au combat s'est brutalement accru. Entre mars et septembre, 641 militaires sont tués. En 2017, l'année la plus meurtrière de l'occupation de l'Irak. Mais les combattants étrangers, leurs alliés irakiens, tombent par milliers et le nombre d'attentats terroristes commence à lentement décroître. Sans les fils de l'Irak, Surge n'avait aucune chance. En fait, Surge, c'est un programme. C'est un programme, comment dire, on essaie de réunir les cerveaux pour la contre-insurrection et on essaie de développer des axes de stratégie pour combattre le terrorisme. Donc je continue. Bush avait tout misé sur ce qu'il considérait comme une relation personnelle forte avec le Premier ministre Nouri al-Maliki. Vous savez, si vous connaissez un peu la politique, al-Maliki, c'était une malédiction, en fait, de l'Irak, C'était pas il n'avait pas le statut de leader. En fait, il servait sa propre corporation, ses propres religions. C'était un religieux, avec une tribu, Nevin pensait que ce n'était pas une bonne carte. Le général Petraeus et l'ambassadeur Crocker étaient du même avis. Petraeus et moi, nous disions, je ne peux pas vraiment passer un jour de plus avec ce type. Je me souviens Crocker, il parle de Maliki, le premier ministre irakien. N'importe qui, mais pas Maliki. Le président disait, je ne vous suis pas, vous devez l'empêcher de perdre sa chemise. Petraeus et moi, nous nous regardions comment s'y prendre juste. Parce que Bush, il ne comprend pas c'est qui Maliki. Il ne comprend pas le double jeu de Maliki, avec ses tribus, les religions. En fait, il exploitait la religion, les tribus, les chiites, pour sa propre communauté, Le dirigeant irakien prétendait présider un gouvernement d'union nationale, faisait valoir Aden au président. Mais son gouvernement n'était pas plus uni qu'il n'était national. Il n'était même pas un gouvernement digne de ce nom. Maliki voyait la conspiration partout. Et surtout chez les agents notoires de la CIA, comme son ancien allié, Iyad Alaoui, qui avait été quelques années auparavant Premier ministre du gouvernement intérimaire, ou encore le général Al-Sawalini, chef des services de renseignement irakiens. Crocker poursuit. Nous avons fait des efforts à Maliki, mais alors que des déceptions. C'était très dur de travailler avec lui, tant il était secret et incapable de construire des alliances. Avec le temps, Maliki est revenu à ses anciennes racines confessionnelles vers ses soutiens iraniens. Finalement, l'Iran et la force Al-Quds dirigée par le général Soleimani avaient été les seuls véritables vainqueurs de la guerre de Bush. Voilà, c'est comme ça que les Iraniens sont rentrés en Irak. C'est des histoires communautaires. C'est des chiites qui gouvernent l'Irak. Les chiites avec la force Al-Quds, avec l'Iran. Alors, je ne peux pas vous lire tout le livre parce que je vous dis vraiment, il y a plein d'épisodes avec la CIA en Syrie, avec les réacteurs nucléaires construits par les Coréens, les Syriens, les Iraniens,
Il y a des épisodes avec les services secrets israéliens. Je vous dis, ce livre, il faut le lire du début à la fin. Je ne peux pas vous le raconter, mais je vais vous raconter l'épilogue qui est triste pour les États-Unis, quoi. Donc, c'est avec Donald Trump. Hein. Donc, il devient président. Donc, il va nommer des marionnettes au sein de son gouvernement. Il y en a qui va diriger la CIA, l'autre le Pentagone. Voilà. Donc, vous connaissez la musique. Hein, vous allumez votre télé. Donc, voilà. Je vais vous dire c'est qui ces personnages-là, quoi. Le 20 janvier 2025, Donald Trump prêtait serment dans la rotonde du Capitole où des foules rameutées par lui s'étaient déchaînées 4 ans plus tôt. Son discours inaugural loue la mémoire du président William McKinley, candidat des barons des voleurs, qui dirigea le pays au tournant du XXe siècle. McKinley avait fait de l'Amérique un empire en prenant le contrôle des Philippines, d'Hawaï, de Guam, de Cuba, de Porto Rico, et en concluant les négations du canal de Panama. À travers la personne de McKinley, Trump invoque l'esprit de la liberté manifeste, l'idéologie qui donne aux États-Unis, par droit divin, la légitimité de s'emparer des terres par les armes ou par l'argent. Dans les jours qui suivent, il promit d'agrandir l'Amérique, d'étendre sa domination, qu'importait la souveraineté des autres nations. Il voulait s'emparer du canal, annexer le Canada, acheter le Groenland, contraindre un coup de bulldozer les Palestiniens à l'exil et effacer leur patrie. Si la Russie s'emparait de large part des territoires ukrainiens, pourquoi ne pouvait-elle pas lui désigner la carte du monde par la force s'il en était besoin? Donc ça me donne déjà, à travers son discours, de ce qu'il va faire, quoi. La question fut parmi les premières auxquelles John Ratcliffe, donc c'est le nouveau directeur de la CIA, fut confronté. Tout laissait à présager qu'il répondait parce que le président voulait entendre. Il avait promis d'aligner l'agence sur la vision du monde de Trump. Les candidats pour les postes à responsabilité furent soumis à des tests de loyauté. Ceux qui les interrogeaient leur posaient 3 questions. Avez-vous voté pour Trump? Les élections de 2020 ont-elles été volées? Qu'avez-vous pensé de l'insurrection du 6 janvier? Ainsi, officiers et analystes ont-ils vécu la crainte d'être congédiés, tandis que Ratcliffe appliquait la purge idéologique de Trump. L'héritier présomptif de Sylvester perdait toute chance de diriger le service clandestin lorsque la Maison-Blanche apprit qu'il était un ardent soutien de l'Ukraine. Donc, vous voyez, poste à responsabilité si vous soutenez Trump. Si vous êtes un patriote, vous dégagez. Si vous servez l'agence, vous dégagez. Et il faut suivre la ligne directrice de Donald Trump pour gouverner la CIA, pour rester dans la CIA. Nous allons nettoyer notre sécurité nationale et l'appareil du renseignement de tous les acteurs corrompus, avait promis le président. Le nouveau secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, présentateur de Fox News, avait convaincu Trump d'absoudre des criminels de guerre américains, avait été confronté à des accusations de crédibles d'harcèlement sexuel et avait dû répondre à des accès d'ébriété. Donc en fait, ce mec-là, le big boss du Pentagone, c'est un déchet. Voilà, c'est ce qu'on raconte dans les livres, quoi. Il ne s'attarda pas à remercier les juges avocats et remplaçait par son avocat personnel les juges et avocats généraux, qui ont le pouvoir de dire la légalité d'un ordre présidentiel et par conséquent si celui-ci doit être désobéi. Tulsi Gabbard, apologiste de Poutine et complotiste, devint directrice générale du renseignement. Elle supervisait les points quotidiens d'information du président. L'idée terrifiait déjà les officiers de la CIA. Et la probabilité que le service de renseignement allié refusait de partager avec elle des informations était élevée. Donc, vous voyez, un service de renseignement, elle ne va pas donner de renseignements aux Américains, ça c'est clair et net, quoi. Kash Patel, le saboteur favori du président, prit la direction du FBI, chassant ses chefs, promettant de vider le siège, démanteler les divisions de la sécurité nationale et du renseignement et lancer les enquêtes sur les adversaires politiques du président. Ben ça, c'est grave, hein. Parce que vous savez, les FBI, ils ont un service de contre-espionnage. La sécurité des territoires, c'est eux qui suivent le FSB, toutes les ingérences étrangères, c'est eux qui s'en occupent, quoi. Donc lui, il a démantelé tout ça, quoi. Donc pour la Russie, c'est un boulevard ouvert, quoi. Eux, 3, ils représentaient l'essor désastreux d'un pouvoir dévoyé. Leur donner l'autorité sur la sécurité nationale de l'Amérique fut aux yeux des professionnels du renseignement une folie. Mais placer Ratcliffe à la CIA pour Trump était parfaitement cohérent. Ratcliffe a emporté sa nomination sur la foi de ses 8 mois à la direction du renseignement national en 2020. Il avait falsifié pour plaire au président les rapports des analyses concernant les Russes. Cet imbécile déshonore et corrompt sa fonction, avait tweeté Mike Hayden. C'était l'ancien directeur de la NSA et puis qui a pris le poste de directeur de la CIA ensuite, quoi. Ceux qui sont à la tête de la communauté de renseignement devraient se garder de toucher à la politique. C'est condamnable. Si Trump obtient un second mandat, avait prédit Hayden,
Les États-Unis deviendront tout simplement comme la Russie ou la Chine, une dictature arrogante et prétentieuse. John Cipher, un ancien de la maison Russie, avait averti que Radcliffe voyait dans la CIA un lieu où traquer des renseignements susceptibles d'être instrumentalisés sans embarrasser des sources ni des méthodes. Partant, pour créer un récit narratif fictionnel utilisable à des fins politiques. Il considérait que c'était un jeu d'enfant de concocter n'importe quelle histoire en piochant des détails choisis dans les millions et les millions de pages des agences de renseignement. Donc vous voyez, en fait, Radcliffe, il veut servir des renseignements pour manipuler l'opinion publique, pour servir les intérêts des autres pays, quoi. C'est pas un patriote, c'est pas un bon exemple à suivre, quoi. Le passage, ou plutôt le passif de Radcliffe à la tête des renseignements présageait ce qu'ils allaient devenir à la CIA. Le désastre attend les responsables qui exigent des renseignements qui s'adaptent à une norme politiquement complaisante et créée en juin 2025 John McLaughlin, qui a été directeur par intérim de l'agence et directeur adjoint de la CIA. Et le désastre attend les officiers de renseignement qui seront tentés par l'idée de devancer cette norme et de jouer son jeu. Donc voilà quoi. Ça dit déjà à quelle sauce va être mangée la CIA, quoi. Sur la recommandation de Radcliffe, Trump a supprimé 50 anciens cadres dirigeants de la CIA, considérés comme des suppôts de l'État profond, parmi lesquels les anciens directeurs et directeurs par intérim Michael Hayden, Leon Panetta, John Brennan, John McLaughlin et Michael Morell. Leur autorisation d'accès aux documents classifiés. L'agence ne pouvait plus compter sur leur expérience ni sur leur expertise. Puis Trump a enlevé l'escorte armée à 3 hommes pourtant menacés de mort à la suite de l'assassinat du commandant des gardiens de la révolution iranien, Qassem Soleimani. Cette décision menace la vie de Mike Pompeo, autrefois loyal et obséquieux directeur de la CIA, de John Bolton, ancien conseiller secrétaire national, et de Mike Milley, chef d'état-major à la retraite. Cette initiative vengeresse a mortifié Tom Cotton, président ultra-conservateur de la commission du Sénat sur le renseignement, qui s'était interrogé tout haut sur les possibles hésitations désormais des officiers de renseignement à accomplir des missions dangereuses ciblant l'Iran, la Chine ou la Corée du Nord. Témoignant devant la commission, Radcliffe a flirté avec le parjure en cherchant à disséminer son rôle dans une conversation sur la messagerie Signal qui a dévoilé au monde des secrets des renseignements et secrets militaires. Radcliffe a mis un terme aux politiques de promotion de la diversité au sein du personnel de l'agence et a renvoyé les personnes chargées de les mettre en œuvre. La directive la plus récente en ce sens, signée par Gina Haspel et confirmée par John Brennan, affirmait que la capacité de la CIA à remplir ses difficiles missions de collecte de renseignements à l'étranger et de conduire de l'action clandestine, désormais que nous suscitions l'évocation de ce que l'Amérique a de meilleur sans considération de race ou de genre. La décision prise par le nouveau directeur n'est pas de bon augure. Depuis plus de 40 ans, le service clandestin s'emploie à recruter et à garder auprès de lui des officiers africains, américains, arabes, américains, asiatiques, américains, partant du principe de bon sens qu'envoyer des cadres tous blancs espionnés dans des pays comme la Somalie, le Pakistan et la Chine ne témoignait pas en matière de technique de couverture d'une grande sagacité. En un âge où la surveillance technologique est partout, la CIA a désespérément besoin d'espions qui peuvent s'intégrer à l'étranger en terrain humain et qui, à l'instar des meilleurs analystes, ont la maîtrise des langues et des cultures des pays qu'ils couvrent. Il sera désormais plus difficile de les trouver et de les rassurer de leur fidélité. C'est complètement idiot, proteste Marc Polyméropoulos. La diversité est la plus grande force de l'agence et c'est notre super pouvoir. C'est grâce à elle que nous pouvons ne pas nous faire prendre. Alors je confirme, c'est vrai. Il y a des espions de la CIA qui sont des Arabes, des Noirs, mais ce n'était pas toujours comme ça dans la réalité, parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes. Par exemple, ils ont envoyé un noir à Moscou, un noir à Moscou dans un pays de blancs. Il parle russe, ça n'existe pas, ben, ça existait quoi, la CIA quoi. Alors, ben voilà quoi, moi je suis arrivé à l'épilogue. Donc en fait, l'Amérique elle est en danger à l'intérieur comme à l'extérieur, c'est l'auteur qui le dit, alors que le président prend d'assaut les libertés civiques et ses institutions démocratiques, cherchant à terminer le travail entrepris par les foules qu'il avait rameuté, des instruments de son renseignement et de sa sécurité nationale sont tombés dans les mains d'amateurs et de flageonneurs. Les fondements de sa politique étrangère rongés s'effondrent, les départements d'État fermés des ambassades et des consulats partout dans le monde, la couverture diplomatique que donnaient ces représentations à des dizaines de postes et d'antennes de la CIA disparaît. Le rang des espions et des analystes les plus expérimentés de l'agence sont de plus en plus clairsemés, ses liens irremplaçables avec ses plus proches alliés s'effilochent. Le risque d'une défiance catastrophique de renseignement est assez élevé
qu'il ne l'a été au commencement du XXIe siècle. Imaginez ce qui se passerait si les États-Unis étaient frappés à nouveau par un attentat cataclysmique dans les jours à venir qui empêcherait le président de déclarer la loi martiale et supprimer les élections. Le Congrès ou la Cour suprême pourrait s'y opposer. Qui lui désobéirait s'il ordonnait aux services clandestins de reconstruire des prisons secrètes, de renverser le gouvernement d'une nation souveraine ou d'assassiner ses ennemis politiques? La CIA ne défie pas le président, mais ces officiers faisant preuve de la plus haute moralité pourraient lui résister. Et les années passeraient avant qu'il ne soit conté leur histoire, quoi. Donc voilà, quoi. À quoi on va s'attendre dans le futur avec Donald Trump, quoi. Voilà, donc moi j'arrête parce que c'est beaucoup, hein. Je vous dis 500 et quelques, 400 et quelques pages, il y a beaucoup, hein. Donc soyez tranquille, il y a beaucoup de lecture, hein. Donc je dis, hein, on connaît les faits dans les grandes lignes, mais le livre il va plus en profondeur, quoi. Mais il faut s'accrocher, quoi. Donc ici le journaliste, ben voilà, il dit les journalistes comme les espions valent ce qu'ils valent leurs sources. J'adresse toute ma reconnaissance aux hommes et aux femmes de la CIA, plus d'une centaine, avec qui j'ai parlé pour écrire ce livre, dans des conversations souvent longues, qui ont patiemment répondu à mes questions et à mes relances, et qui surtout ont tout accepté de témoigner sous le couvert de l'anonymat. Tous ont fait de ce volume, quoique toutes ne soient pas citées. J'adresse mes enseignements particulièrement à William J. Burns, Léon Panetta. Donc je vous ai dit, hein, l'auteur Tim Lerner, il a des sources au sein de la CIA. C'est pas un amateur qui écrit des livres, donc vous pouvez lire ce livre, vous en avez pour votre argent, et moi je vous souhaite bonne lecture.